Évariste Kalala est avec nous. Comme je l'ai dit, il est chargé des questions juridiques au sein du parti présidentiel, l'UDPS. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christopher. Alors, ça vous fait quel effet? Beaucoup de fierté, je suppose, quand on présente l'UDPS comme un parti présidentiel. Bien sûr, ce n'est pas un cadeau, c'est le fruit d'une longue lutte. Et je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux 35e anniversaire du 24 avril 1990 à tous ceux qui nous ont précédés dans ce combat, notamment au feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, parce qu'aujourd'hui c'est une date historique dans le combat pour la démocratie, dans le cheminement pour la démocratie de notre nation. Et ce combat a été écrit en lettres d'or par le parti qui est aujourd'hui au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi. Je souhaite un joyeux anniversaire, un joyeux 24 avril à toutes les combattantes et combattants de la liberté. Effectivement, vous l'avez dit, fierté, ce n'est pas un cadeau, c'est aussi une très grande responsabilité. Mais pour ce Kinshasa Direct, je vais revenir un peu sur cette question qui a semblé diviser. Quand on dit fierté, on dit responsabilité. Cela devrait aussi se refléter dans le comportement, dans le quotidien de l'UDPS. Nombreux vous accusent d'être restés dans la tête, encore dans l'opposition, alors que vous êtes déjà dans le pouvoir. Le président de la République lui-même, qui s'est retiré des affaires du parti politique parce qu'il gère le pays, a parlé de vitalité démocratique, sauf si je me trompe de concept à la fin. Mais dites-nous, quant à ce bras de fer que l'on a observé pendant un moment, Augustin Kabouya et Déo Bizoubou, la page est-elle définitivement tournée ou on va continuer à assister à ce tiraillement? Mais je ne vois pas pourquoi les gens s'obstinent à chercher le diable où il ne réside pas. L'UDPS est au pouvoir et il y a une personne attitrée pour représenter l'UDPS et surtout l'engager vis-à-vis des tiers. Je pense que c'est à ce niveau-là que de l'externe, les gens doivent se focaliser. Tout le reste, comme l'a dit le président de la République, l'UDPS, ce n'est pas un parti de pensée unique. Nous sommes en train de mettre de l'ordre. C'est un processus et nous y sommes. Moi-même, j'ai été acteur au premier rang de tout ce qui s'est passé au parti. Et je peux vous confirmer que l'ordre est en train de revenir à pas de géant. L'UDPS a un seul secrétaire général qui fait office de président ad intérim du parti. Et comme, peuvent le témoigner, comme peut le témoigner le journal officiel qui reprend la personne attitrée à représenter chaque organisation politique. Du reste, je ne vais pas m'attarder sur cette question qui ne concerne directement que nous les combattants. Je préfère qu'on s'étende sur les questions. C'est très bien, mais je ne vous ai pas posé la question par hasard. C'est juste un peu pour fermer cette parenthèse et poursuivre sur autre chose. Parce que vous, comme vous l'avez dit, vous avez été un acteur majeur de cette crise. Vous êtes retrouvé si c'est que les gens doivent retenir, c'est que l'ordre est en train de revenir à pas de géant. Et l'UDPS, comme d'habitude, va relever tous les défis qui sont les siens. Donc au-delà de la dernière vidéo qu'on a suivie du secrétaire général Augustin Kabouya en train de se plaindre devant le combattant, il y a eu des avancées, il y a eu des contacts avec André Mbata, avec Déo Bizoubou, ils se sont mis sur la même table. Moi, je pense que les grandes lignes, c'est sur ça que je me focalise. Et les grandes lignes, c'est que l'ordre est en train de revenir à pas de géant et que nous avons une personne attitrée à représenter, pour représenter bien justement l'organisation, c'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Très bien, l'ordre revient dans l'UDPS, mais le désordre s'est créé au PPRD, qui a longtemps aussi été un parti présidentiel. Aujourd'hui, on va dire suspendu de toute activité par le VPM de l'Intérieur, qui est aussi un produit UDPS. Est-ce que je peux avoir la réaction du secrétaire général en charge des questions juridiques que vous êtes? Oui, le secrétaire national en charge des questions juridiques que je suis pense que nous faisons face à une menace existentielle et on ne peut pas se permettre d'être complaisant.
résoudre le problème implique aussi une capacité à prévoir les événements. Je pense que le VPM a dans ses compétences le contrôle de la légalité des activités des organisations politiques par rapport à la Constitution, à la loi, comme je l'ai dit, donc un contrôle de légalité, de constitutionnalité. Et quand il a des éléments, bien entendu, il faut le préciser, sa mesure a un caractère conservatoire, parce que les cours et tribunaux sont saisis pour se prononcer définitivement sur la question. Ils auront bien entendu l'opportunité de se défendre. Nous sommes dans une démocratie. Mais la mesure conservatoire, elle s'explique. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être complaisant pendant que nous faisons face à une menace existentielle. Mais vous faites bien de le dire, vous dites qu'ils doivent s'expliquer, mais entre-temps, on voit des décisions s'exécuter, on voit leur siège vidé à Gombe par une décision apparemment unilatérale. Ils disent qu'il n'y a pas eu procès, ils ne connaissent pas la personne en question qui réclame cette adresse-là, mais leurs affaires mais déjà vous savez, je suis avocat, je ne commande pas les décisions de justice, mais ce que je peux vous dire, ce n'est pas l'UDPS en tant que parti qui a décidé de déguerpir le PPRD qui fut un parti au même titre que l'UDPS pendant qu'il n'avait pas encore ses activités à caractère terroriste. Donc moi je pense que nous, l'UDPS, nous restons droits dans nos bottes. Ils auront l'opportunité de présenter leurs moyens de défense. Je crois que c'est ça qui est le plus important. D'accord. Il y a le PPRD, mais il y a aussi les autres partis d'opposition, notamment Ensemble, dont le leader Moïse Katumbi aussi se plaint. On refuse de renouveler son passeport depuis quoi, 17 mois, dit-il. Il y a ceux qui sont ici en interne qui disent ne pas être pris en compte. On voit, excusez-moi de le citer, le président du CESAC qui interdit des débats carrément sur la situation. On a l'impression qu'il interdit le droit de parole. Est-ce que l'UDPS, qui a lutté, comme vous l'avez dit vous-même en début de cette émission, pendant plus de 30 ans, est aujourd'hui en train de museler l'opposition? Non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une tentative de museler l'opposition. Le président Katumbi, via son porte-parole Olivier Kamitatou, est très entendu. Ça veut dire on entend beaucoup ses opinions. Hein. On l'entend parler. Je ne vois pas... il ne devrait pas se considérer comme muselé, parce que on entend son opinion, et je crois qu'il a salué en son temps les avancées démocratiques du pouvoir UDPS. Je vais vous rappeler qu'il n'a pas pu être candidat à cause de son allié actuel, le président Kabila. Il n'a pas pu avoir son passeport, il n'a pas pu avoir accès au territoire. Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver sous le système Tshisekedi. Mais il n'a pas accès en ce moment. Il dit on ne lui donne pas son passeport. Il veut revenir au pays. Non, mais ce n'est pas au président de s'en occuper, ni à l'UDPS. Il y a des formalités administratives à remplir. Attention, on ne va pas non plus... On ne va pas, s'il vous plaît, M. Christopher, on ne va pas mobiliser la République pour trouver un passeport à M. Katumbi. Je pense qu'il sait comment on fait. C'est un citoyen comme tous les autres. Il doit se livrer aux formalités d'usage. Tant mieux. Passons à un autre dossier. Parlons de la guerre plus précisément. La situation a quand même évolué, on le dira un peu plus loin, suite au communiqué conjoint qu'on a vu hier dans la soirée. Mais entre-temps, le gouvernement n'a fait pas croiser les bras. Il y avait des initiatives qui étaient déjà prises parmi les plus commentées, notamment le deal avec les États-Unis. On donne les minerais et on obtient en retour de la sécurité. Est-ce que vous confirmez qu'il s'agissait bien de ce format-là, que nombreux ont parlé de bradage des ressources du pays? Ben, je ne sais pas si le fameux deal dont tout le monde parle va exactement dans ce sens-là, mais je pense que tout pays consensueux et qui travaille pour son développement doit se mettre en valeur. Et je pense que c'est ce que nous faisons. En tant que pouvoir en place, nous nous mettons en valeur, nous regardons ce que nous avons qui peut intéresser les autres, afin que nous puissions, nous aussi, avoir. C'est un deal gagnant-gagnant, ça veut dire
il faut que les Congolais puissent profiter de leur sous-sol et de leur sol. Voilà. C'est bien. Pour profiter de leur sol, justement, ce partenariat avec les États-Unis pour garantir la sécurité. Je ne pense pas que ça va directement dans ce sens-là. D'après les informations que j'ai, il s'agit justement d'exploiter de manière fiable et légale les ressources naturelles pour pouvoir en tirer le bénéfice qui va profiter au plus grand nombre. L'autre solution que le gouvernement a trouvée, c'est notamment ce partenariat avec les Wazalendo, qui, pour ceux qui ne le savent pas, en traduction en français, Wazalendo voudrait dire patriote, en swahili justement. On a remarqué des actions saluées dans l'opinion sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Après, il y a des gens qui posent la question, c'est les Wazalendo, c'est les FRDC, quelle relation il y a exactement entre les deux? Est-ce que ce sont des éléments que l'on maîtrise ou on n'est pas en train de former un autre problème qui va déranger d'ici quelques mois ou quelques années? Quel est votre commentaire là-dessus? Sur l'heure, je pense que c'est une collaboration prolifique dans la mesure où les patriotes Wazalendo poursuivent le même objectif que les FARDC, c'est-à-dire bouter en dehors des frontières de notre pays les agresseurs. Et ne fût-ce que pour cet objectif-là, je pense que cette collaboration a des raisons d'être. Selon vous, il n'y a pas de danger, ils ne vont pas se transformer comme on a vu l'épisode Maï Maï autrefois ici, non? Je pense que nous sommes avertis justement pour avoir ces informations-là et que gérer, c'est prévoir. Il y a certainement une stratégie qui va nous permettre de bien atterrir. Ça, c'est très bien. Gérer, c'est prévoir. Et parmi les prévisions, donc on est vraiment en train de faire le tour de l'actualité avec vous, hein, si vous le remarquez. Ce sont des questions qui sont venues aussi par les internautes sur les réseaux sociaux. Il y a cette opération menée par les évêques de la SENCO et de l'ECC. On parle d'un dialogue peut-être prochain, c'est-à-dire d'ici quelques jours. Là, on en est où avec ce dossier-là, plus précisément à l'heure actuelle, quand on sait que le président avait initié aussi en parallèle des consultations avec son conseiller spécial en matière de sécurité? Ouais, je vais commencer par présenter mes sincères condoléances à l'Église catholique et aux chrétiens, à tous les fidèles catholiques de la RDC pour cette perte immense, la perte du Saint-Père. Et je vais enchaîner en disant que l'initiative, elle est noble. Ça veut dire c'est une recherche de la paix. C'est une recherche de l'apaisement. Mais simplement, il y a des contours qu'il faut, observer. Nous avons à l'heure actuelle des rapports documentés des experts des Nations Unies qui démontrent la responsabilité, qui établissent la responsabilité de l'armée rwandaise dans notre crise au pays. Et la démarche de la SENCO-ECC, justement, a parmi ses faiblesses cette incapacité d'avoir des moyens d'action sur le Rwanda, qui est un acteur majeur dans cette crise. Qu'est-ce que vous entendez par moyen d'action? Mais s'il y a des résolutions issues de ce, entre guillemets, pacte ou dialogue qui devrait aboutir à un pacte, quels moyens de pression ils auront pour s'assurer que les acteurs majeurs comme le Rwanda vont tenir leurs obligations? Mais au-delà de voir le président rwandais qui a sans doute dit ce qu'il avait comme intention dans tout cela, ils ont vu aussi beaucoup d'acteurs internationaux qui peut-être pourront faire pression. Antonio Guterres, Emmanuel Macron. Je pense que ce n'est pas suffisant parce que il faut s'en rendre compte. Je vais d'ailleurs faire une transition vers le communiqué de Doha. Et ce n'est pas chose aisée dans la mesure où nous avons obtenu la résolution 2773. Nous ne pouvons pas en même temps mener une démarche qui va court-circuiter ou qui va déranger le cadre établi, parce que la résolution établit un cadre qui va nous permettre justement de résoudre cette crise.
Et ce cadre est obtenu au prix d'une diplomatie agressive. Et j'en profite pour saluer les efforts du chef de l'État et de la ministre des Affaires étrangères. Donc, vous comprenez qu'on ne peut pas saboter cette résolution. Ça serait se tirer une balle dans la jambe. La résolution qui exige notamment le retrait des troupes rwandaises. Elle exige le retrait des troupes rwandaises, mais c'est vrai qu'il y a un revers. Et ce revers, c'est parmi les questions qui ont été abordées dans le fameux communiqué de Doha. Je pense que ce communiqué, dans la mesure où il est subordonné, où cette démarche est subordonnée à la résolution 2773, nous devons rester sereins et très positifs. Je sais qu'il y a un opposant qui va passer derrière moi pour raconter ce qu'eux pensent de... Ce sont les commentaires. Les commentaires sont libres, les faits sont sacrés. Bien sûr. Les faits, c'est que le président de la République avait dit qu'il ne transigerait pas, qu'il ne dialoguerait jamais avec les rebelles. Et aujourd'hui, on est quand même surpris un tout petit peu de voir cette signature. Est-ce que la situation, entre-temps, a évolué? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que la situation a évolué ou c'est un statu quo? Je pense que la situation a beaucoup évolué, tant sur le plan militaire que sur le plan diplomatique. Et vous en conviendrez avec moi qu'aucune guerre au monde n'a totalement pris fin par les armes seules. On finit par discuter du moment qu'il y a un rapport de force qui a été établi. Et je pense que pour l'heure, nous sommes dans une phase que je vais appeler assez favorable, parce que avec à l'appui la résolution 2773 et la position tranchante, bien entendu, de certains membres très influents du Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, je pense qu'on est dans une phase qu'on va dénommer favorable, qui nous permet justement de cristalliser tout ce que nous avons pu obtenir et de chuter en douceur. Vous faites bien de l'expliquer parce que hier, quand le communiqué a été lu sur la RTNC, moi je vais vous dire ce que le petit peuple a pensé. Hein. On se dit, ah, ça commence comme ça. Est-ce qu'il y a un petit peuple? Oui, nous. Ou il y a un peuple? Non, moi je suis le petit peuple. Non, il n'y a pas de petit peuple. Non, c'est juste un concept, c'est une manière de parler. Voilà, hein. voilà. Moi je suis un petit peuple, on est nombreux. Non, ça commence comme ça. Dans quelques semaines, dans quelques mois, on va voir les belligérants autour d'une table, on va les intégrer dans le gouvernement, entre guillemets, du pacte ou du dialogue social. On va prendre les militaires, on va les mettre dans l'armée, on va libérer tous ceux qui ont déjà été arrêtés, et toutes ces personnes qui ont perdu la vie vont être oubliées. Une fois de plus, comme ça s'est passé dans les épisodes précédents. Je vous rassure que ça ne se passera pas comme ça. Ça ne se passera pas du tout comme ça. Nous avons des questions sur lesquelles nous avons beaucoup avancé. La preuve, nous avons la résolution 2773, comme j'étais en train de le dire, qui confirme la présence de l'armée rwandaise sur notre sol et qui exige son retrait immédiat. Je pense que nous avons évolué sur plusieurs questions et que le monde est ce qu'il est. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée où on va s'exterminer de part et d'autre totalement pour mettre fin à cette guerre. Je pense qu'il y a un rapport de force établi et que de ce rapport de force-là, on va pouvoir obtenir un accord qui va nous permettre de chuter. Donc il se retire bientôt des territoires occupés. L'armée rwandaise va se retirer. Je n'ai pas ce degré d'information-là, mais je peux vous dire que tous les indicateurs sont positifs. Et nous sommes en train de poindre vers la paix totale. D'accord, très bien, mais j'aimerais aussi me renseigner pour l'autre opposition.
Parce que là, on est en train de parler de l'opposition armée. L'opposition qui a amené les choses dans la brutalité. Mais il y a l'autre opposition ici qui n'a pas pris part aux consultations initiées par le président de la République. Ils vont se retrouver comment dans tout ceci? Je cite Martin Fayulu, Matata Ponyo, dont on a rallumé le dossier Bukanga Lonzo là en ce moment, et Délice Sanga, Seth Kikouni, Jean-Marc Kabound, votre ancien collaborateur, on va dire votre frère, hein, je ne suis pas dire collaborateur, votre frère d'armes au sein de l'UDPS. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour eux? Je pense que quand on se dit politique, il y a un dénominateur commun. Il y a quelque chose qui doit nous relier forcément, parce qu'il y a la mère patrie et nous sommes là pour faire cet apostolat, notre carrière politique. Et durant cet apostolat, justement, on ne peut pas mettre nos intérêts personnels en avant les intérêts de la nation. Je pense que chaque homme politique portera la croix des choix qu'il est en train de faire, des choix qu'il opère en ce moment. Et le président, son esprit d'ouverture, prouve à suffisance que c'est un patriote et qu'il ne met pas du tout son intérêt d'individu avant les intérêts de la nation. Du reste, il ne peut pas décider à la place des autres hommes politiques. Il ne peut pas instaurer une dictature. Mais il peut au moins décider que Matata Ponyo aille en prison. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit c'est un procès politique pour Bukanga Lonzo et tout ça. On ne respecte rien. Je pense que le président de la c'est un homme qui est profondément attaché aux principes, aux fondamentaux de la démocratie. Il n'ira pas s'ingérer, je le connais. Pensant que le président Kamere pouvait être innocent pendant le dossier des 100 jours, il n'a jamais interféré. Je pense que certaines personnes ne l'appréhendent pas suffisamment. Le sieur Matata Ponyo est face à des actes qui relèvent de sa gestion. Et je pense qu'une bonne fois pour toutes, il a intérêt à éclairer l'opinion qui a été saisie par une clameur. Voilà. On va parler aussi de ce rapprochement. Hein. On est vers la fin pratiquement. Qu'il y a quand même eu entre l'Église catholique et le président de la République, Félix Tshisekedi. Je parle là du Saint-Siège directement, c'est-à-dire du pape qui, vous l'avez dit, est mort lundi, mais qui a eu l'occasion de se retrouver en République démocratique du Congo en 2023. C'est historique parce que ce n'était plus arrivé depuis plusieurs dizaines d'années. Il est venu et avec un message fort. Ôtez vos mains de l'Afrique, ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas une mine à exploiter, tout simplement. On aimerait quand même aussi, au-delà de condoléances que vous avez présentées tout à l'heure, avoir votre mot là-dessus sur cette relation Église catholique, c'est-à-dire Vatican, gouvernance Fati. Je pense que le Saint-Père, paix à son âme, c'est un homme spirituel, c'est un homme qui a une certaine hauteur. Et il voit ce qui va arriver si, justement, les personnes auxquelles il s'adressait ne changent pas, ne retirent pas leurs mains de l'Afrique et de la RDC. Je pense qu'il sait que, au fait, c'était une mise en garde. Et je pense profondément qu'elle avait sa raison d'être. Parce que quel type d'homme proférerait des menaces qu'il ne peut pas mettre en exécution? Merci beaucoup, Monsieur Évariste Kalala, pour votre intervention. Je rappelle, un secrétaire national du parti présidentiel UDPS en charge des questions juridiques. On se retrouve avec vous très prochainement avec le même plaisir. Merci pour ces questions. Merci, mais un mot de la fin quand même. Allez-y rapidement. Je demande à toutes les combattantes et combattants de rester sereins et de rester attaché à la haute autorité de référence, le président de la République. Nous allons faire de ce pays le rêve que nos pères fondateurs ont fait sur lui.
Et je profite pour dire à toutes les Congolaises et Congolais de rester fidèles et derrière le chef de l'État pendant ces petits moments de crise sécuritaire. Nous allons poindre et la paix va régner. Merci. Merci beaucoup, M. Evariste Kalala. On fait une pause et on se retrouve juste après.